Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Emmanuel Macron, nouveau président élu de la France, a plus de 65% des voix. L'élection à 39 ans du plus jeune président de la 5e République française suscite débat au sein de l'opinion, à suivre les appréciations de quelques Béninois. Vulgarisation du programme d'action du gouvernement, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane annonce la bonne nouvelle des investissements contenus dans ce programme aux populations de la Pandjari. C'est à travers une tournée le week-end. On en parle dans ce journal. Et puis des innovations électroniques liées au registre du commerce et du crédit immobilier de l'espace dans l'espace OADA au cœur d'une formation à Cotonou. L'école supérieure de la magistrature renforce les capacités des utilisateurs du logiciel adaptés à cette modernisation. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis notre invité sur ce plateau, Salimano Karimo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de l'Enseignement maternel et primaire. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie qui se tient à Cotonou du 8 au 10 mai prochain. Merci à vous. À tout à l'heure, monsieur le ministre. Direction la Marina, bientôt la phase opérationnelle du deuxième compact du MCC. Ce programme accordé au Bénin par le gouvernement américain vise à réhabiliter les infrastructures électriques afin d'augmenter l'accès à l'électricité à travers le pays. Au cabinet du chef de l'État ce lundi, la délégation conduite par Kei Kim, vice-présidente du département des opérations, a passé en revue les modalités liées à la mise en œuvre effective du projet. On l'écoute au micro de Renaud Akapo. On était ici pour discuter le compact avec le gouvernement du Bénin par les États-Unis, le gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. Donc, c'est un compact de 355 millions de dollars sur le secteur de l'énergie. Donc, on était ici pour discuter tous les étapes pour l'entrée en vigueur de ce compact. Notre programme, c'est vraiment pour améliorer la performance de la SP2E, pour construire l'infrastructure comme les lignes de transport et la distribution, la qualité de l'électricité pour la population béninoise. C'est vraiment notre but et pour la croissance économique et la réduction de pauvreté. Donc, on espère qu'à travers ce compact et à travers un secteur de l'énergie qui est plus performant, on peut vraiment avoir un impact sur les vies du Bénin. Et cette actualité de la présidentielle en France, à 39 ans, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette ascension de Macron. Au micro de Alexis Quenom et Marie-Louise Perrin, le docteur en droit international, Gérard Aévo en parle. Regardez ces explications. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron, lors des dernières élections en France, cette élection elle est inédite. Disons, sa victoire elle est inédite. Elle est inédite pour trois raisons. La première raison, c'est le jeune âge du candidat qui a 39 ans, moins de 40 ans, et qui a été élu président de la République. La deuxième raison inédite, c'est le score. L'écart qu'il a creusé entre Marine Le Pen et lui-même, c'est-à-dire 65% et 34% à peu près, cela dénote d'une victoire nette. Or, cette victoire n'était pas forcément acquise, puisque les premiers sondages qui étaient sortis au lendemain du premier tour, c'était à peu près 62, 38, parfois même 39 ou 40, 60. Là, la victoire était plus nette. Et on peut s'étonner de cette victoire dans la mesure où le Front républicain qui devrait barrer la voie à Marine Le Pen, comme on en a vu en 2002, où le Front républicain était uni pour barrer la voie à Jean-Marie Le Pen, ce front, cette fois-ci, a été fissuré. Vous avez M. Mélenchon qui n'a pas appelé à voter pour Macron. Et vous avez des gens de droite, de la droite républicaine, qui n'ont pas du tout appelé à voter pour Macron. Donc cette fissure pouvait présager d'une possible victoire, peut-être extraordinaire, mais une possible victoire de l'extrême droite. Mais on a vu qu'à la fin, finalement, il a tenu bon et cette victoire a été éclatante. La dernière raison qui remonte cette élection, qu'elle est inédite, c'est le fait que Macron n'a pas été aux élections avec un appareil politique, avec un parti politique. Voilà quelqu'un qui est du Parti socialiste, en tout cas qui s'en réclame, mais qui n'a pas participé aux primaires. Et le Parti socialiste a désigné
Benoît Hamon comme étant le candidat de la gauche. Mais malheureusement, la migration des élites ou des hommes politiques de la gauche vers Emmanuel Macron a totalement décrédibilisé la candidature de Benoît Hamon. Et donc son idéologie, ni gauche ni droite, ou une idéologie de dépassement des clivages, a fait que finalement, avec son jeune âge, il a pu essayer de mobiliser plus d'électeurs par rapport à sa candidature. Donc c'est inédit de pouvoir gagner les élections en France sans l'accompagnement d'un parti politique. Donc disons, il y a eu de l'audace, du culot, et ça paye. La politique est faite d'intérêt. Et les appareils politiques, les partis classiques vont tout faire pour sauvegarder le système existant. En sauvegardant le système existant, cela suppose sauvegarder les intérêts existants. Et donc, de ce point de vue, si Emmanuel Macron ne fait pas montre de leadership, de traits de caractère fort, il va se laisser très vite avaler, très vite phagocyter par les intérêts déjà existants. Il peut le faire, mais il lui faudra du caractère et du culot. Le culot qu'il a fait élire, il faudra continuer dans cette audace-là. Et toujours dans le cadre de l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France, le professeur Ibrahim Salamé analyse la coopération France-Afrique. Il est au micro de Alexis Quenom et Marie-Louise Perrin. Je pense que ça peut être un atout aussi, comme ça peut être un inconvénient, de ne pouvoir dépendre finalement ni d'une chapelle ni de l'autre. Ça dépend de la façon dont il va gérer cet héritage lourd qu'il est en train de porter. Ce qui est sûr, si on doit faire le parallèle avec le Bénin, c'est qu'on va se dire que pendant que nous nous enfermons dans l'âge, nous ne mettons pas en évidence la compétence. Nous avons des leçons à tirer de cela. Alors, la France-Afrique est une vieille histoire, mais qui a la peau dure. Mais en vérité, il ne dépendra pas seulement de la France pour qu'elle ne perdure pas. J'ai envie de dire que la France a intérêt que ça perdure, mais il appartient aux Africains de prendre les dispositions pour que ça ne perdure pas, ou bien, si ça doit perdurer, que ça ne soit pas dans l'unique intérêt de la France. Il faut que ce soit une affaire qui soit gagnant-gagnant des deux côtés. Il faut reconnaître que les chefs d'État français, notamment le président François Hollande, a déjà travaillé dans la démarche de faire évoluer les choses. D'ailleurs, quand on parle de France-Afrique, on parle des réseaux. De toute façon, c'est nous-mêmes, Africains, qui entretenons ces réseaux. Il appartient à nos dirigeants de faire en sorte que ces réseaux ne soient pas entretenus au désintérêt de l'Afrique et des Africains. Il saurait avoir totale continuité comme il saurait avoir totale rupture. Ce n'est pas possible, sinon ce serait de l'imposture. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera obligé de faire un certain inventaire de ce qui est bon et de ce qui est mauvais dans ce qui s'est fait jusque-là. La chance qu'il a, c'est qu'il vient du privé et qu'il n'appartient pas à une classe politique traditionnelle. Et donc, ça peut lui donner les coups de franche pour avoir le regard du privé, le regard de l'homme neuf, le regard du nouveau et peut-être le regard de quelqu'un qui n'est pas totalement imbibé dans les partis politiques. Je pense que c'est une chance pour la France d'avoir quelqu'un comme celui-là qui donne un autre regard de la France, un autre visage de la France, un visage frais, jeune et qui donne espoir à la jeunesse française et du monde. On le sait déjà, Emmanuel Macron, nouveau président élu de la France, a plus de 65% des voix. L'élection du plus jeune, le plus jeune de la 5e République française, suscite débat au sein de l'opinion. William Aguiar et Bernard Diaoué ont recueilli pour nous les appréciations de quelques citoyens avertis. Regardez. Cette élection en France marque un événement. D'abord, sur le plan contextuel, en France, ça marque un bouleversement sur la scène politique française. Le second aspect de l'événement, c'est aussi que c'est le tout premier président français il y a 39 ans et qui aura vraiment un temps relativement court de grâce vis-à-vis des Français. J'ai eu la chance de parcourir légèrement son programme et je crois que sur ce plan, il n'y aura pas trop d'inquiétude. Pourquoi? Parce que déjà lui-même dans son programme, il dit que dès son arrivée, avec les États tels que l'Allemagne et certains pays européens, qu'il engagera des discussions sur des bases claires. C'est un signe très fort pour montrer que les jeunes peuvent faire quelque chose. Ceux-là que nous recopions, ce sont les Français. Et les Français ont pu mettre à la tête de leur pays un jeune de 39 ans. Or, nous ici, par exemple, au Bénin, notre constitution n'accepte pas les jeunes de 39 ans. Il a l'âge jeune,
mais il est dans une vieille génération. Lui, il est arrivé maintenant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'Afrique va attendre de lui? Parce que, sincèrement, vous savez, je n'ai pas vu clairement un programme qui puisse vraiment concerner l'Afrique. Moi, je n'ai pas du tout été surpris par cette élection parce que, vu son ascension fulgurante, depuis que François Fillon a eu toute cette démêlée, moi, je savais, je l'avais dit à bien reprises, que c'est Emmanuel Macron le prochain président de la France. Simplement parce que l'élection du président Emmanuel Macron a beaucoup de similitudes avec l'élection du président Patrice Talon au Bénin. Et allez noter ça quelque part, cette tendance va se poursuivre. Ça va s'étendre encore à d'autres contrées du monde. Pourquoi? Simplement parce que beaucoup de personnes ont commis l'erreur, comme sur Patrice Talon, de penser qu'il est sorti de nulle part pour devenir président de la République. Emmanuel Macron n'est pas sorti de nulle part. Emmanuel Macron évoluait déjà dans des arcanes puissantes de la politique française. Et moi, je serais déjà satisfait si le président Emmanuel Macron, sans se substituer, je dis bien sans se substituer aux Africains, les aide à renforcer leur démocratie là où il y en a. Emmanuel Macron, pour résumer, ne doit rien à l'Afrique, il ne doit rien au Bénin. Il reste aux Béninois de travailler pour construire leur pays. Autre actualité, on parle à présent de cette conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie qui se tient à Cotonou du 8 au 10 mai prochain. Salimano Karimou, vous êtes le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Première question, dites-nous d'abord, pourquoi le choix du Bénin pour abriter cette conférence? Merci, monsieur le journaliste. Disons que c'est un honneur pour le Bénin d'abriter la réunion du bureau de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la Confémène. À la conférence ministérielle d'avril 2016 à Libreville, au Gabon, le Bénin a postulé pour être membre du bureau de la Confémène. Le bureau de la Confémène regroupe 15 membres essentiels qui sont des ministres et en plus des correspondants nationaux et puis des commissions techniques et le secrétaire technique permanent. Et dans la répartition, l'Afrique subsaharienne ouest a droit à 3 places au niveau du bureau de la Confémène. Donc nous avons à Libreville déposé notre candidature et nous avons reçu le soutien, n'est-ce pas, de nos autres confrères africains et le Bénin a été élu membre du bureau de la Confémène. Alors le Bénin est élu membre du bureau de la Confémène et organise cette conférence et le but de la conférence c'est d'informer les États membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours. Monsieur le ministre, dites-nous, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'elle est réluisante, la situation du système éducatif béninois? Disons d'abord dans un premier temps, avant de revenir à votre question, que la fonction que vous venez de définir est celle de la conférence. La conférence des ministres regroupe au moins 44 États membres de la Confémène. Ici, c'est le bureau. Donc, le but du bureau, c'est, disons, de veiller au bon déroulement des activités de la Confémène. Parce que la conférence se réunit tous les 2 ans. Donc, entre 2 sessions, le bureau se réunit et le bureau essaye d'approuver les activités qui sont menées, de préparer la prochaine session. La prochaine session de la Confémène aura lieu en 2018. Donc ça, c'est là qu'il est question actuellement au Bénin. Donc les différents rapports, les travaux engagés dans le cadre de cette conférence vont être abordés à Cotonou, étudiés et adoptés à Cotonou. Parlons à présent du système éducatif béninois. Est-ce que ce système est réluisant aujourd'hui? Disons dans l'ensemble, le diagnostic est connu que notre système éducatif est malade.
Et ça, c'est depuis plusieurs années. Et on travaille depuis un moment pour un peu, disons, relever notre système éducatif. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie notre position au niveau de ces instances, puisque nous devons être avec les autres, nous devons échanger avec les autres pour savoir comment ils s'organisent pour que cela puisse mieux fonctionner chez eux. Et prendre peut-être connaissance de ce qui se fait chez eux et essayer de l'adapter chez nous ici par rapport à ce que nous avons. Disons que nous sommes dans un ensemble et on ne pourrait pas vivre de façon isolée. D'accord, vous parlez de systèmes qu'on puisse adapter chez nous. Parlons de la question du nouveau programme qui suscite débat chez nous au Bénin. Est-ce que cette question sera abordée au cours de cette conférence? Disons qu'on ne peut plus parler encore de nouveaux programmes, d'autant plus que ces programmes datent des années 90. Ils sont suffisamment vieux, mais on parle de programmes d'études élaborés selon l'approche par compétence. Et de ce point de vue, là, ici, nous ne sommes pas isolés. C'est la tendance mondiale aujourd'hui. C'est la tendance générale. Même en Afrique, partout, vous allez toujours retrouver des programmes d'études élaborés selon l'approche par compétence. Alors, comment se portent nos programmes au Bénin aujourd'hui? Nous venons de le dire qu'à tout point de vue, à plusieurs égards, il y a des problèmes que nous essayons de corriger et sur lesquels le gouvernement a prévu un certain nombre d'actions inscrites au niveau de son programme pour pouvoir corriger les insuffisances qui existent. Concrètement, qu'est-ce que les acteurs du monde éducatif peuvent espérer au thème de ces 72 heures de rencontre à Cotonou? Au fait, la réunion du bureau, comme je l'ai dit tantôt, permet au ministre de préparer les sessions à venir, notamment la session qui vient. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que le Bénin gagne? Ce que le Bénin gagne, c'est d'être dans un cercle, c'est d'être avec les autres, c'est de bénéficier de l'appui technique des autres, c'est également de bénéficier de l'appui financier des autres partenaires qui nous accompagnent. Figurez-vous que la COFEMEN, n'est-ce pas, est une institution de l'Organisation internationale de la francophonie. Et tout le monde sait ce que la francophonie nous apporte, en plus des autres partenaires techniques et financiers. En termes, disons, d'apport intellectuel, c'est énorme. En termes d'apport matériel, on ne peut pas compter. Voyez-vous, quand on va même au niveau du secteur d'enseignement maternel et primaire, quand on parle d'introduction des langues nationales aujourd'hui dans le système éducatif, là, c'est l'OIF qui appuie cela. Donc, assez d'expériences qui se font et qui reçoivent l'appui de la CONFEMEN et l'appui de l'OIF. Donc, au sortir de cette réunion, là, nous serons encore mieux aguerris et nous avons la chance de présider même, voyez-vous, la CONFEMEN pendant 12 mois, jusqu'à la prochaine session. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons toujours, n'est-ce pas, autour de la table des négociations, nous ferons toujours valoir nos préoccupations, nous allons nous exprimer, nous allons faire venir, n'est-ce pas, beaucoup de choses au Bénin qui nous permettraient d'améliorer ce que nous faisons déjà actuellement, tant bien que mal. Merci à vous, Salimano Karim. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement maternel et primaire. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de cette conférence en vue sur l'éducation et les États et gouvernements de la francophonie. Cette conférence donc, qui se tient à Cotonou. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour rester avec nous pour la suite de cette édition, tout en rappelant les performances du gouvernement au niveau institutionnel, agricole, via les réformes. Le ministre d'État, en tête d'une délégation cadre et de parlementaires béninois, est allé répandre la bonne nouvelle des innovations massives contenues dans le programme d'action du gouvernement aux populations de la Pindiari. Rumiad Robinson et Alexis Assoba l'ont suivi dans ce périple. Regardez leur reportage. D'énormes ambitions pour assurer la transformation de la vie de tous les Béninois avant 2021. C'est ce que révèle ici à Tangueta le programme d'action du gouvernement. Loin des promesses de campagne, ce programme, c'est un paquet de 77 réformes soutenues par plus de 300 projets d'investissement, dont 45 prioritaires. Le Bénin révélé, ce n'est pas justement la mise en œuvre de projets, de programmes et d'utilisation de nos intelligences et de nos forces que nous allons transformer là où il n'y a rien en richesse. Dans l'agriculture, ici, il y a du bon riz de montagne. On produit du maïs et on produit de l'anacarde. Ce que nous voulons dans ces filières-là, c'est faire exactement ce que nous avons réussi dans le coton et améliorer la transformation. Ici aussi, il y a les productions maraîchères.
À côté des promesses de transformations institutionnelles, économiques et du volet social couvert par l'Arche, bien d'autres ont été faites aux populations de Kobli, Tangueta et Materi. Nous adhérons au programme parce que, en ce moment, le seul médecin du développement s'appelle Patrice Talon. Au niveau de l'Assemblée, nous vous rassurons devant nos populations ici de notre disponibilité à accompagner le gouvernement. C'est dans notre programme de finir ce barrage-là. Le programme des semences est un programme très important. Je peux vous assurer que dans quelques semaines, ils vont être payés. Le ministre d'État a noté au cours des échanges les autres préoccupations exprimées par les populations de la Pendjari. Nous sommes producteurs de coton depuis des dizaines d'années, mais jamais on a eu à bénéficier d'une usine. Le pays a été affecté par des ravageurs, surtout au niveau céréalier. D'ici là, la sauce est plus que la pâte. Il faut revoir comment faire pour subvenir à leurs besoins. Rassurer ces populations de la Takora espèrent, comme bien d'autres, notamment celle de Natitengo, toucher bientôt du doigt toutes ces bonnes nouvelles reçues. Et toujours dans le cadre de cette tournée d'information et d'échange avec les populations au sujet du programme d'action du gouvernement, le député Barthélémy Kassa, aux côtés du ministre d'État chargé du plan et du développement, a fait des propositions autour des potentialités de la Pendjari en vue d'accroître l'économie touristique. Barthélémy Kassa et le ministre d'État sont ici au micro de Ronald Robinson et Alexis Kenom. Thiélé, Materi, Gwandé, frontière du Togo, où les Togolais sont en train déjà de faire le pont sur la Pendjari. Vous voulez encore nous créer notre contentieux. Heureusement que vous avez dit que vous allez nous aider à mieux gérer les frontières, mieux que par le passé. Ça nous rassure que le bitumage de cette route ne saurait être oublié. Pour faciliter et encourager le tourisme, il faut bel et bien le bitumage de la route Tangueta, Tanogo, Batia. Ça facilitera à African Park, notre partenaire que vous avez identifié pour nous accompagner dans le développement touristique. Nos compatriotes ne sont pas tellement acteurs de l'industrie touristique. Et pour ce faire, il faut mettre des infrastructures qui facilitent leur visite dans la zone. Vous avez parlé des infrastructures hôtelières, mais moi je suis convaincu qu'il nous faut un centre régional de conférence, ici à Tangueta ou à Natitengo, afin que désormais les fonctionnaires d'État puissent être débarqués ici pour des conférences et profiter, voir ce que c'est que la Takora, ce que c'est que la réalité de la beauté du Bénin. La route Tangueta-Kobli-Datori, la route de Materi à la frontière du Togo et la route de Materi à Thiélé et surtout la route Tangueta-Batia dont l'honorable a parlé. Toutes ces routes-là sont destinées à être traitées. Nous allons investir massivement dans ce parc et autour pour en faire une grande source de valeur ajoutée et une grande source d'emploi pour notre pays. Direction le zoo, les populations du zoo sont désormais mieux informées sur le contenu du PAG, le programme d'action du gouvernement. Une séance d'explication a eu lieu à cet effet ce dimanche à Boycon. Gilles Danso, Ernest Tigou. Cette rencontre entre les membres du gouvernement, les autorités du département du zoo au plus haut niveau reste capitale. Échanger avec les populations après une année de gestion du pouvoir, recenser les besoins et surtout expliquer le contenu du programme d'action du gouvernement. Les populations venues de plusieurs communes du zoo ont suivi religieusement les explications. Expliquer ce qu'au cours de cette première année, essentiellement, le gouvernement a accompli, répondre à vos préoccupations qui sont légitimes. Cela peut nous conduire à commencer par fixer, par rappeler le cap, par rappeler les objectifs globaux. Et ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de doute dans vos cœurs.
Ne pas avoir de doute signifie que vous comprenez pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Pendant un an, on a passé un an, le ministre Diogbe nous l'a dit, à assainir. On a passé un an à poser les jalons, à poser les fondations. On a passé un an à combler des trous. Le Bénin révélé est expliqué de fond en comble à travers une séance d'échange avec les populations. Au finish, la séance a été fructueuse. Nous avons écouté vraiment la population qui est très contente de tout ce qui se passe. Même les récupérations de l'espace public que les gens pensent que bon, mais la population n'a pas compris. Non, la population a bien compris, estimant que oui, il faut ça à un moment donné. Donc toutes les réformes qui sont engagées aujourd'hui sont comprises effectivement par la population. En tout cas, c'est ce que nous avons remarqué. Et nous avons remercié pour dire que le cap sera toujours maintenu sur le développement du Bénin tout entier, sur le développement de notre pays pour permettre que nous comptions dans le Conseil, n'est-ce pas, des Nations. Les populations du Zou appréhendent désormais mieux les grandes innovations du programme d'action du gouvernement et les perspectives à venir. Et sur ce même registre, la jeunesse patriotique de Womé a organisé une séance de décryptage de l'actualité nationale afin d'éclairer les populations à la base sur les grandes réformes enclenchées par le gouvernement. Motif de cette rencontre, calmer les populations impatientes quant aux réalisateurs du nouveau départ et déçus face à l'oubli dont Womé semble être l'objet. Un échange de mission, un chargé donc de mission du président de la République est allé assister à cette séance d'échange de points de vue sociopolitiques. C'était devant Jules Akoekou et Patrick Diossou. Regardez. La seule action déclare qui mérite d'être soulignée de traits est le démarrage effectif du pont qui doit relier Kokotomé à Womé, dont la pierre a été posée plus de 3 fois sans démarrage effectif par l'ancien régime. Une seule action, insuffisante réalisation, pense jeunes et vieux, hommes et femmes de Womé, une grande localité de la commune d'Abomey-Calavi. Des personnes qui avaient mouillé le maillot pour offrir un score imposant lors de l'élection du président Patrice Talon. Allocution du comité d'organisation, intervention des représentants de la population, discussion sur les acquis du nouveau départ. Tout est signé, consigné et confié au chargé de mission du président de la République, un parrain qui propose au peuple le sigle PPC. PPC. C'est avec cette patience, c'est avec la persévérance et le courage que vous allez soutenir le président Patrice Talon, qui est une chance pour le Bénin. Comme le bon pasteur, Patrice Talon, président de la République, est un homme qui utilise même ceux qui l'ont combattu hier, parce qu'ils pensent que dans la reconstruction du Bénin, l'état dans lequel le pays a été retrouvé, on ne peut pas laisser un fils de côté. Laissant de côté les explications fournies dans les locaux de ce sanctuaire du savoir, jeunes, élus locaux et chargés de mission sont allés constater l'évolution du chantier du pont de Womé que les réseaux sociaux tassaient d'éléphants blancs. Autre actualité à présent, désormais dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, les documents électroniques sont admis. La volonté de modernisation du registre du commerce et du crédit immobilier est à l'origine de cette avancée avec l'appui du groupe de la Banque mondiale. L'école régionale supérieure de la magistrature forme les utilisateurs sur le logiciel adapté à cette modernisation. Monique Torron et Jean-Claude James nous en disent davantage. Le registre du commerce et du crédit immobilier RCCM est définitivement dans une phase de modernisation dans l'espace OHADA. Professionnels du droit, informaticiens et cadres des guichets uniques prennent une part active dans ce processus grâce à cette rencontre sur la solution logicielle intégrée de gestion des registres et fichiers nationaux. Cette formation technique est primordiale pour l'atteinte des objectifs du RCCM. Il est un registre d'identification de certains acteurs économiques, mais également de centralisation d'informations de l'activité économique. L'utilisation des moyens économiques dans l'accomplissement des formalités requises est devenue indispensable pour l'atteinte de ces objectifs. D'où la solution logicielle intégrée
dont la prise en main a débuté et fait l'objet de cette présente formation. Pendant 5 jours, les participants vont se familiariser avec la solution logicielle intégrée qui offre des avantages aux États. Cette modernisation du registre du commerce et du crédit immobilier par son informatisation permet de prendre en compte les évolutions technologiques en vue d'assurer une information juridique et financière fiable, sincère et accessible sur les commerçants et les sociétés commerciales ainsi que sur les sûretés. Le droit OHADA, en y donnant une base légale, reconnaît désormais la validité des documents électroniques, écrits et signatures électroniques, l'utilisation de la conservation des documents électroniques, la dématérialisation des formalités administratives des entreprises et des garanties du crédit. Selon le directeur général de RSUMA, dans les 17 pays membres de l'OHADA, le logiciel doit être utilisé une fois la formation terminée pour que les objectifs soient réellement atteints. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à partir de 21h le point complet de la séance de travail qui a réuni les maires du Grand Nokoué et leur conseil autour du chef de l'État et les feuilletons, les choix de l'amour. Merci de votre fidélité. Retrouvez à partir de 23h l'édition du soir avec Héloïse Winator. L'ORTB passe en vous.